Twip, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo totalement à la cool parce qu'on va parler de tout et n'importe quoi. Toujours sur la thématique, pardon, de la pop culture bien sûr. Vous avez eu droit à un magnifique gros plan de ma crinière poivre et sel. Pour entamer cette vidéo, en guise d'introduction, j'ai envie de revenir sur le sujet de la précédente vidéo, à savoir X-Men Trading Card de Jim Lee, dans laquelle j'évoquais le fait qu'il me tardait d'avoir la version originale qui propose un contenu légèrement différent. Il a suffi que je vois que la vidéo se mette en ligne pour que je reçoive la version originale. Donc vous le voyez, la différence, c'est que la couverture est différente. Là, on reprend le personnage de Magneto sur la couverture X-Men de Jim Lee. Donc la couverture est différente et pour cause, c'est que c'est un fourreau, enfin un fourreau, une surcouverture, puisque, comme il est expliqué ici, il y a du matériau bonus et inclus des cartes que je vais vous présenter. Mais cette surcouverture en fait a une importance. Déjà quand on retire la surcouverture, on retrouve l'illustration que l'on retrouve dans la version proposée par Hugin et Munin. Mais c'est surtout que lorsque l'on déplie la couverture, voilà ce qu'il y a en plus. Et il me semble ne pas dire de conneries en disant que ce poster-là était déjà disponible à l'époque dans un numéro de Special Strange. Lorsque j'ai vu l'illustration, je me suis dit putain, elle me parle tellement. Et il me semble bien avoir déjà vu cette superbe fresque. Donc là, ça pue les années 90 à mort. On est vraiment dedans. Et j'adore cette illustration. J'adore aussi les mini-histoires qu'elle raconte. Genre Guido, je sais pas comment vous l'appelez. Strong Guy en VO. Qui s'amuse à boucher le, le trou du canon du fusil de Cable avec son doigt. La tête de Rachel Grey qui tire un peu la tronche en regardant ses parents. Quand on sait d'où elle vient et quelle est son histoire, on peut comprendre pourquoi. Mais franchement, ce petit bonus-là, je l'adore. Je ne regrette pas l'achat de cette version-là pour ça. Mais surtout, ces petites cartes supplémentaires qui sont offertes dans la version originale et non pas dans la version française, qui m'a le plus interpellé. Au nombre de 4, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, donc les cartes ne sont pas inédites, mais simplement des reprints d'illustrations déjà existantes. Et la 4e carte a une petite importance, je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Carte numéro 3. Les 3 premières cartes, voilà. Ça restitue la célèbre fresque de Jim Lee que je trouve toujours, après toutes ces années, toujours aussi énergique, aussi pétante. Je la trouve vraiment fabuleuse cette illustration. Et la 4e carte, qui est celle-ci, intitulée Danger Room, elle a une petite particularité cette carte, parce que dans la série de cartes à collectionner X-Men Trading Cards by Jim Lee, il y avait en fin de série, est-ce que je vais la retrouver? Mais oui, je vais la retrouver. Elle est là. Il y avait en fait 9 cartes connectées. Chacune présentait un personnage. Donc là, on les retrouve très facilement ici à la réduction. Donc on a Diablo, Archangel, Tornade, Gambit, Wolverine, Shatterstar,
Cyclope, Cable et Colossus. Et mis bout à bout, ça restituait la salle des dangers, la fameuse salle d'entraînement des mutants de Charles Xavier. Et ça, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Alors, sur le plan technique, ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est que, effectivement, l'illustration est très fortement réduite. On perd un tout petit peu en détail, c'est vrai, on perd en détail, mais en termes de lisibilité, on se rend compte de la dynamique de l'illustration. Et ça, c'est franchement très sympa. Et ça, j'adore sur le plan technique, ce que nous propose cette carte. Donc, lorsque j'avais posté en ligne la vidéo sur les cartes de Jim Lee, enfin les cartes des X-Men par Jim Lee, j'ai envoyé un petit message au copain Max en lui disant je suis curieux d'avoir ton avis et surtout je suis curieux de savoir si tu vas prendre le titre. Très honnêtement, mec, si tu vois cette vidéo, prends la version VO. Elle est formidable. Elle est formidable, elle est super cool. La version VF est quand même pas mal aussi, puisque bon, elle traduit l'avant-propos de Ed Piscor et la préface de Paul Mounts. Donc c'est Paul Mounts, j'ai enfin le nom de la personne qui a été le coloriste qui a épaulé Jim Lee sur la création des cartes X-Men pour la société Impel. Je remets tout ça bien, voilà. Petit bijou, je regrette pas du tout. Pourquoi je garde les lunettes? Parce que en ce moment je dors très peu, puisque je passe le plus clair de mes journées et une bonne partie de mes nuits à dessiner, à illustrer. Et ça demande beaucoup de travail. J'ai un bon contact avec Hyperdeck. Dernièrement, là depuis le mois d'avril, j'ai réalisé 3 sets, j'en ai un 4e en cours, j'en ai un 5e qui m'attend, que j'ai déjà à la maison, et un 6e qui devrait arriver d'ici peu. Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner, j'ai envie de dire, mon travail est plutôt apprécié, donc ça fait plutôt plaisir. Je suis très curieux de savoir où est-ce que ça va m'emmener, puisque une chose en entraînant une autre. Je suis aussi sketch artiste pour 2 autres sociétés. La première qui s'appelle Iconic Creations, qui elle va traiter de plusieurs thèmes de façon très large, mais toujours avec un poids d'attachement allié à la culture, alors que ce soit de tel ou tel pays ou de telle civilisation. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et l'autre société, c'est la société RR Parks Card. J'ai peur de dire une connerie en le prononçant aussi mal. Et là, pour le coup, ça va être un petit challenge pour moi et j'ai vraiment hâte de vous présenter, lorsque le moment sera venu, ma contribution à cette collection, puisqu'il ne va pas s'agir de comics à proprement parler, mais on va rester plus ou moins sur le thème du super-héroïsme. Je peux pas en dire plus, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça en temps et en heure, bien évidemment. Je prends ma petite fiche là, je vais essayer de me la caler. Alors, là il fait très chaud, il commence vraiment à faire très chaud. Je vais mettre un petit coup de climatisation très rapidement. Vas-y, souffle un peu. Ça va faire un petit peu de bruit, ça va être un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. On n'est que nous, j'ai envie de dire. Je voulais vous parler en fait très rapidement de ces dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de visionnage, de lecture, etc. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes abonné à Netflix, que la série Sandman est disponible depuis quelques temps maintenant. Sandman, qui est en fait une adaptation d'une série de comics créée par Neil Gaiman. Neil Gaiman, que je suis le seul à appeler Dieu, pour ainsi dire, puisque je trouve qu'il a un talent monstrueux en tant que conteur.
et qui a une richesse dans les univers qu'il propose, tout à fait prodigieux, tout à fait incroyable. Et Sandman, en fait, était un titre à l'époque qui me rebutait quelque peu, puisque le, le titre était le comics. Enfin, les comics étaient proposés dans la collection Vertigo à l'époque. Et lorsque je voyais ce personnage émacié, avec des traits très marqués, très obscurs aussi, avec ses aplats noirs, cette coupe ébouriffée un peu émo, à la Robert Smith des Cure, très connement, je me suis dit oula, ce titre il est pas pour moi. Et force est de constater que l'adaptation de la série Netflix va me faire reconsidérer très fortement cette opinion-là, puisque je trouve le propos, on est dans le merveilleux encore une fois. Je trouve que Neil Gaiman a toujours ce petit truc qui fait que il va te choper par le bout du nez, va te présenter un univers réaliste, cohérent, et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, va t'emmener vers l'émerveillement, le fabuleux, le, le magique, le majestueux. Et c'est un dépaysement total. À chaque fois que je lis une œuvre de Neil Gaiman, c'est vraiment un dépaysement total. Alors pour en avoir discuté notamment à l'époque avec le commis des comics, que je salue d'ailleurs, coucou, euh, pour en avoir discuté avec lui, Alan Moore est plus ou moins le gourou, le mentor de Neil Gaiman. Neil Gaiman s'est toujours défendu et respecté le monsieur, le barbu magique. Et j'avoue quand même avoir des atomes bien plus crochus avec les travaux de Neil Gaiman que celui d'Alan Moore. On va couper, ce sera mieux comme ça. Donc j'avoue, mon expérience de comics sur Sandman, ça sera probablement imminent, et ce sera probablement avec le gros pavé Dreaming, édité chez Urban Comics. Car je sais que pour avoir rapidement feuilleté et parcouru les pages de ce gros opus, je pense que ça va être un récit qui va contenir une très grosse partie de ce qu'a proposé Neil Gaiman sur ce personnage. Petit bonus, actuellement je suis en train de faire découvrir la série Game of Thrones à mes enfants. Et j'ai un peu souri en voyant que dans Sandman, je me suis retrouvé avec Tywin Lannister et Brienne de Tarse. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt... ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça sympa. Également sur Netflix, j'ai regardé la dernière saison, la triste dernière saison de Brooklyn Nine-Nine. Alors triste parce que c'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'une série. Je suis heureux quand même que la série se termine, qu'elle n'a pas eu la le cliché, le trope. Alors il paraît que c'est tendance de dire ça maintenant. Le trope de faire la saison de trop. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas la saison de trop, mais c'est une saison qui est un peu courte, à mon sens, puisque il n'y a que 10 épisodes. Et sur ces 10 épisodes, chaque épisode va être va renvoyer à quelque chose de fulgurant, un développement inattendu, un peu trop soudain. Un peu ce qui s'est passé effectivement dans la dernière saison de How I Met Your Mother par exemple, où tout a été un peu rushé, tout a allé très très vite. Ça m'a fait un petit peu cette impression-là sur Brooklyn Nine-Nine, mais très 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 sympathique. J'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, l'épisode final est un double épisode et qui a une très belle fin, une très belle conclusion, et c'est un bel adieu à Jake Peralta, à Terry Jeffords, à Amy Santiago, à Charles Boyle, à Gina Linetti.
Capitaine Raymond Holt, à Hitchcock et Scully, que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison. Et bien sûr à Rosa Diaz. Non, franchement, c'était vraiment très cool. Je vous conseille le visionnage de cette série. Si vous ne connaissez pas encore Brooklyn Nine-Nine, regardez-la si possible en version originale, même si la VF se permet quelques petites adaptations. Franchement, ils ont fait plutôt un bon boulot sur la VF en termes d'adaptation, parce que je sais que c'était vraiment pas simple, notamment sur les références culturelles américaines. Et là, ça passe plutôt bien. J'en ai pas parlé, mais on va le faire rapidement sur cette vidéo. J'ai regardé le dernier film Marvel, Thor Love and Thunder de Taika Waititi. Oui, c'est ça, Taika Waititi. Clairement et définitivement, ce n'est pas le Thor des comics. On nous l'avait fait comprendre dans le Thor, d'entrée de jeu dans le Thor de Kenneth Branagh, par la touche humoristique, par la touche décalée entre entité divine, présupposée divine et humain. Mais le clou a été enfoncé avec Thor Ragnarok. Et là, avec Thor Love and Thunder, on a eu droit à un Jean-Claude Van Damme nordique. Si vous avez vu le film, vous savez à quoi je fais allusion. Mais ça ne m'a pas enlevé mon plaisir de visionnage sur ce film-là, car je savais que ce film-là n'était pas adressé aux lecteurs de comics, mais aux spectateurs de l'univers Marvel. J'ai fait un constat là dernièrement, et il faut se l'avouer, c'est un aveu, c'est un échec. Le comics est devenu un produit de luxe lorsque l'on voit les tarifs qui sont proposés, alors qu'à la base c'était un objet populaire, un objet culturel populaire, qui était accessible au plus grand nombre. Là, pour s'acheter un tome, il faut débourser en moyenne entre 15 et 20 euros pour un titre, ce que je trouve proprement exorbitant. En parallèle, vous prenez un exemplaire de BD franco-belge ou de manga. Un exemplaire de BD franco-belge, on va être sur du 12-14 euros. En moyenne, je parle. Là où un manga va coûter entre 6,50 € et 7 euros. Alors je sais qu'il y a eu là dernièrement une hausse du prix, une flambée même des prix liés à la pénurie de papier, parce que la guerre en Ukraine, parce que problème de transport, parce que si, parce que mi. Mais si vous êtes lecteur de comics comme moi, il faut l'admettre, le comics est devenu un produit de luxe et peine énormément à développer à renouveler son lectorat. C'est très dur. Je sais qu'il y a de nouveaux lecteurs, je sais qu'il y en a, mais pas autant que ce que la dynamique et que ce que l'offre devrait proposer. Là actuellement, il suffit de voir l'actualité des titres proposés par Panini et par Urban pour s'apercevoir que, surtout chez Panini, l'appel du pied est surtout fait en direction des vieux cadras comme moi, ou des personnes qui sont habituées à l'univers Marvel depuis de très nombreuses années, pour jouer sur la fibre nostalgie complétiste, pour proposer des rééditions de titres. Parfois, le coût des omnibus, c'est toujours une horreur. Mais voilà, pour en revenir au film en lui-même, j'ai passé quand même un bon moment. Il y a eu beaucoup trop, pour moi, à mon sens, de comédie dans cette aventure, qui aurait pu avoir cette touche épique
qui avait été proposé à l'époque sur le titre des Adri Beach et de Jason Aaron. Christian Bale fait bien le job. C'est pas son meilleur rôle, mais il s'en sort relativement bien en comparaison de ce qui nous est proposé sur le plan final. Chris Hemsworth fait le Thor qu'on connaît, ni plus ni moins. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça reste très cool, mais c'est un peu dommage. J'ai préféré revoir là il y a peu Les Éternels de Chloé Zhao. J'ai préféré revoir Les Éternels, qui même s'y propose quelque chose de radicalement différent en termes d'adaptation de comics, a eu un propos, un axe d'histoire beaucoup plus intéressant à mon sens que ce que m'a proposé Thor Love and Thunder. On va beaucoup plus avoir une patte cosmique, grandiloquente sur Les Éternels que sur le dernier opus de Waititi. Je respecte énormément le réalisateur. J'adore ce qu'il a fait sur Thor Ragnarok par exemple, par rapport au ton de la direction artistique notamment. Mais ça reste essentiellement pour moi un très bon réalisateur et un très bon conteur sur le plan de la comédie. Je sais qu'il a réalisé des épisodes de The Mandalorian et on voit sa patte. On voit sa patte puisque les petits gags, les petits effets comiques, on sent que ça vient du réalisateur, même si derrière il a réussi à souffler ce côté un peu plus épique à l'univers de Star Wars. Bah, c'est ça que j'aurais voulu voir, Coco, c'est ça que j'aurais voulu voir sur la pellicule de Marvel Studios, de Thor, mais voilà. Je ne reviendrai pas sur la prestation d'un personnage secondaire qui nous a été présenté dans ce film-là, qui d'ailleurs réapparaît en scène post-générique. Si vous avez réussi à comprendre de quoi je parle, bravo, parce que même moi je me perds dans mes propos. Mais la proposition d'un personnage aussi puissant et emblématique que pouvait l'être interprété par un acteur qui clairement commence à accuser accuser son âge. On est très loin de ses prestations des prestations qu'il a pu avoir dans le film de Ridley Scott, puisqu'il en a réalisé 2 avec lui. Mais j'essaye de ne pas spoiler. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Mais allez voir quand même Thor Love and Thunder. Faites-vous votre propre avis. Si vous aimez les années 80, vous allez être servi. Mais voilà. En expérience de lecture, je vous avoue qu'en tout ce moment, je n'ai pas lu grand-chose. Je lis au ralenti My Hero Academia, toujours. C'est très compliqué. Je pense qu'on va arrêter là, dans tous les cas, puisque la vidéo est assez longue. Je pense qu'on aura fait le tour. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de contenu, de cette petite pastille un peu voilà, à la cool, un peu décousue aussi. J'ai essayé de rester le plus cohérent possible, malgré mes diverses digressions. Et puis d'ici là, j'ai envie de dire, prenez soin de vous. On sent que j'ai pas assez dormi cette nuit. Prenez soin de vous, plus de inquiétude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!